L'embarcation transportait donc quelques 500 personnes, en grande partie des migrants somaliens. Elle a fait naufrage près de Lampedusa, donc de cette île au sud de l'Italie. Un premier bilan fait état, je vous le disais, de plus de 80 morts. Nadine Epstein, qu'est-ce que l'on sait des circonstances pour l'instant de ce naufrage? Le navire serait parti de Libye avec, vous l'avez dit, entre 400 et 500 personnes, principalement originaires de la Corne de l'Afrique. Il semblerait qu'il transportait aussi du fioul. Le bateau a pris feu et a coulé aux environs de l'île des Lapins, près de Lampedusa. Les passagers rejetés dans l'eau ont, pour les chanceux, été secourus d'abord par des bateaux de tourisme qui se trouvaient dans cette zone sicilienne, puis des vedettes des gardes-côtes et de la police douanière sont arrivés pour repêcher les immigrés. Des avions survolent les lieux pour récupérer les corps. Selon les autorités italiennes, la majorité des migrants sont portés disparus. Depuis une vingtaine d'années, Lampedusa, île italienne grande comme un mouchoir de poche, 20 km², située à 110 km des côtes tunisiennes, vit chaque semaine, voire chaque jour, la tragédie des immigrants africains, clandestins affaiblis, déshydratés, venus sur des embarcations de fortune, cadavres poussés par les vagues, femmes qui accouchent sur les plages. Un flot quasi ininterrompu de migrants débarque sur les côtes quand ils ne périssent pas en mer. Ces enfants, ces femmes et ces hommes viennent de Somalie, du Nigeria, d'Érythrée, du Ghana et récemment de Syrie et d'Égypte. Ils tentent leur chance à Lampedusa, l'une des principales portes d'entrée en Europe. La plupart du temps, ces personnes sont en surnombre sur des bateaux, voire des barques, et les naufrages sont fréquents. Nadine Epstein, merci. François Delapierre, bonjour. Bonjour. Secrétaire national du parti de gauche. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire après ce drame, cette nouvelle tragédie? C'est un sentiment d'horreur, bien sûr, mais votre reportage rappelle que c'est une horreur quotidienne et l'Europe tourne le dos à la Méditerranée et pense que la Commission donne des sous pour refouler les gens et qu'on va s'en sortir comme ça. Il y a une unité géographique qui existe autour de cette mer et il faut regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Quand vous avez des pays déstabilisés, comme un certain nombre de ceux que vous avez cités, ça nous impacte directement, pas simplement en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'Européens. L'actualité internationale encore avec le scepticisme manifesté par le Premier ministre israélien face aux signes d'ouverture envoyés par le nouveau président iranien. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, ce matin, il est au Japon, assure que l'Iran sera jugé sur ses actions et pas sur des mots. J'assure, dit-il, le gouvernement israélien, que rien de ce que nous faisons n'est basé sur la confiance avec Téhéran. Pendant ce temps, donc, à Téhéran, le président iranien, lui, affirme qu'Israël est contrarié, en colère, parce qu'il voit que la logique prévaut désormais sur ses coups d'épée tranchants et parce que le message de paix iranien obtient davantage d'écho dans le monde. Fin de citation. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige de Damas un meilleur accès humanitaire en Syrie. Et oui, tandis que se poursuit la mission des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, chargée de superviser la destruction de l'arsenal syrien. Pendant ce temps, la guerre civile donc se déploie sur de multiples fronts. Il y a eu des violents combats signalés ce matin près de la frontière turque entre des insurgés syriens et des militants islamistes qui sont affiliés à Al-Qaïda. L'État islamique en Irak et au Levant, qui prône l'instauration d'un vaste califat régi par la charia, a pris en septembre déjà le contrôle d'une ville, la ville d'Azar, en chassant les rebelles syriens. Ce sont donc des conflits qui interviennent entre l'opposition syrienne, l'opposition au régime, et c'est pas la partition finalement, Éric Biégala, on a l'impression, qui menace, mais bien l'éclatement du pays en différentes zones d'influence. Oui, alors en tout cas, l'irruption des forces de l'État islamique en Irak et au Levant dans la ville d'Azaz est le premier cas d'affrontement direct, une vraie bataille entre groupes rebelles. Une bataille qui d'ailleurs n'est pas finie. Mardi soir et hier matin, des affrontements violents avaient toujours lieu dans les zones limitrophes de l'agglomération, les combattants de l'armée syrienne libre répondant toujours aux coups de boutoir des djihadistes. Mais les heurts entre rebelles se sont effectivement multipliés ces dernières semaines, et particulièrement entre l'État islamique d'un côté et les autres formations combattantes syriennes dans le nord du pays. Des heurts avec les groupes kurdes, mais aussi avec d'autres formations djihadistes. Il y a 10 jours, à Shadadi, dans le nord-est, des combats se seraient même déroulés entre l'État islamique et le Front al-Nosra, alors que tous deux sont affiliés à Al-Qaïda. Apparemment, il s'agissait pour chacun de s'assurer le contrôle d'installations pétrolières locales. Même apparente motivation pour l'attaque sur Azaz, il s'agit de s'assurer d'un avantage matériel certain. La ville, en effet, contrôle l'un des principaux points de passage vers la Turquie, à partir duquel arrive matériel, financement et combattants étrangers attirés par le djihad. Mais les affrontements entre groupes rebelles semblent aussi motivés par des différences idéologiques. L'État islamique draine la majorité des djihadistes étrangers en Syrie et se propose d'établir un califat aux règles aussi strictes que celles des talibans. C'est sans doute pousser les choses un peu loin pour les autres formations de la rébellion syrienne, y compris les plus extrémistes. D'ailleurs, l'alliance d'une douzaine de brigades islamistes annoncée la semaine dernière et qui ne reconnaît plus la tutelle de la coalition de l'opposition excluait ostensiblement
l'État islamique en Irak et au Levant. Même si les objectifs annoncés de cette nouvelle alliance islamique sont apparemment les mêmes, établir en Syrie un État gouverné par la charia. Éric Biégala, merci. François de Lapierre, un petit mot là-dessus aussi. Vous savez, ce qu'il faut faire en Syrie? Ce que les Occidentaux il ne faut pas faire la faire. guerre, si vous voulez, parce que ça, c'est l'erreur depuis le début. Quand on pense qu'on va installer la démocratie par la guerre, c'est les plus armés, les plus sanguinaires qui l'emportent. C'est ce qui est en train de se passer. C'est des groupes qui sont soutenus, pour certains par le Qatar, pour d'autres par l'Arabie Saoudite. Donc il aurait fallu intervenir avant. Les amis du football, il aurait fallu intervenir pour une solution politique. On a été à deux doigts. Aujourd'hui sont sorties des informations qui racontent comment François Hollande avait programmé les frappes militaires ce fameux samedi suite à ces déclarations. On a été à deux doigts d'aggraver ce chaos et donc de faire la courte échelle à ces groupes. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de gens dans l'opposition syrienne qui sont contre la militarisation, qui ne sont pas pour une solution armée sur place, parce que depuis le début, ils disent que c'est la prime qui est donnée aux intégristes. Et c'est ce qu'on a sous les yeux, parce qu'ils sont effectivement en train de prendre, semble-t-il, l'avantage sur le terrain, ce qu'on a malheureusement vu déjà dans d'autres pays, dans des situations voisines. Voilà, 12h38, l'actualité donc en France, avec ce débat autour de la manière dont François Hollande exerce sa fonction. Hier, le chef de l'État tentait de recadrer ses ministres pendant le Conseil des ministres. Il s'exprime en ce moment même devant le Conseil constitutionnel à l'occasion des 55 ans de la Constitution de 1958. Et il est revenu donc sur sa vision des institutions. On écoute un petit extrait de ce que disait ce matin, il y a quelques instants, François Hollande. Je n'ai jamais été favorable à une 6e République. Ce fut longtemps un débat, y compris lorsque j'exerçais d'autres fonctions. Et je ne le dis pas parce que je suis devenu président de la République, car je n'ai jamais pensé qu'il serait possible d'en terminer avec l'élection du chef de l'État au suffrage universel. Le quinquennat a changé de rythme, sans doute, mais il a modifié notre interprétation et notre pratique de la Constitution. Il implique davantage le chef de l'État dans l'action de l'exécutif, dans le rapport avec la majorité, au risque de la confusion. C'est pourquoi des règles nouvelles doivent être introduites pour permettre un renforcement des contre-pouvoirs. D'abord, la limitation du cumul des mandats. Elle permettra aux élus concernés de se consacrer pleinement à leurs fonctions. Mais elle contribuera aussi à renforcer les droits du Parlement, ce qui supposera l'extension de ses pouvoirs budgétaires, l'élargissement de son contrôle sur les nominations et le renforcement de ses liens avec les organismes d'évaluation ou de prospective. Frédéric Mettezo, bonjour. Bonjour Antoine Mercier. Alors, explication de texte, discours qui s'inscrit évidemment dans la tentative du chef de l'État, disons, de réasseoir son autorité sur les institutions et sur le pays. Oui, la preuve, un député socialiste nous explique qu'hier, à l'occasion de ce recadrage en Conseil des ministres, le chef de l'État a posé un acte institutionnel en martelant que le chef de l'équipe gouvernementale, c'était le Premier ministre, rien à voir donc avec son prédécesseur. Hollande a une vision à long terme, nous explique ce député, et pour les mettre en œuvre, il délègue à des légitimistes autoritaires. Lui qui est souple d'esprit et ne sera jamais tranchant, répond comme en écho un conseiller élyséen. Voilà donc la pratique institutionnelle de François Hollande. Lui voit loin avec l'adoubement du suffrage universel dont il vient de parler dans son intervention. Et puis ce sont à ces courroies de transmission de faire le travail au quotidien, le Premier ministre ou les présidents de groupes parlementaires socialistes. Reste qu'en matière de long terme, Hollande doit gérer un cas de figure inédit sous la Ve République. Il aura beaucoup de mal à faire réviser la Constitution car il n'a pas la majorité aux 3/5. Et puis l'organisation d'un référendum semble hasardeuse. On se souvient, c'est lui qui avait lancé l'idée d'un référendum sur la Constitution européenne en 2005. Il pensait piéger Jacques Chirac, mais c'est le PS à l'époque qui en a pâti. C'est pour cela que François Hollande vient d'assister également à l'instant devant le Conseil constitutionnel sur ces réformes qui n'impliquent pas de réformes constitutionnelles, comme par exemple le cumul des mandats. Frédéric Mettezo, merci. C'est aujourd'hui notre journée donc cause commune avec le journal L'Humanité et nous saluons Maude Vergnol. Bonjour. Bonjour. Journaliste politique à L'Humanité. Quel commentaire vous inspire ce discours de ce matin, mais aussi de façon plus générale la manière dont François Hollande exerce sa fonction, puisque, paraît-il, c'est la question du jour. En dépit de ses critiques virulentes contre l'omniprésident Sarkozy, il l'exerce en réalité tel que l'avait voulu De Gaulle, puis Sarkozy lui-même avec sa réforme de 2008. On a vu hier François Hollande endosser les habits du monarque républicain de manière un peu gauche d'ailleurs. Il a tapé du poing sur la table, il a sifflé la fin de la récréation, mais il n'a absolument pas répondu politiquement à l'indignation qu'avaient suscité les propos de Manuel Valls. Il a choisi encore une fois de répondre aux attaques de la droite sur son déficit d'autorité.
Et pourtant, sa parole était très attendue. Cécile Duflot en avait appelé à la responsabilité du chef de l'État. Et une ministre qui interpelle le président sur le respect du pacte républicain, pour le coup, ça c'est inédit sous la Ve République. Mais là encore, François Hollande a botté en touche et à quelques mois des municipales, pour des raisons de stratégie électorale, il conforte Manuel Valls, qui est porté par les sondages d'opinion, et il fait le choix de rentrer dans le piège tendu par la droite et l'extrême droite sur l'insécurité, à ses risques et périls. Maud Vergnol, merci. Alors, puisque vous parlez de cette question, je vais interroger tout de suite notre invité, donc François de Lapierre, là-dessus, sur cette intervention de François Hollande à propos des Roms. Est-ce que vous avez le sentiment, comme ce qui vient d'être dit, qu'il a plutôt favorisé son ministre de l'Intérieur? C'était pas évident. Si vous voulez, moi, je suis assez atterré par le rôle qu'on nous fait jouer, aux citoyens en général. C'est-à-dire qu'on est à la porte du Conseil des ministres, en train d'écouter par le trou de la serrure. Est-ce que le président a cité le nom de Duflot? Non. Alors ça, c'est un signe. Est-ce qu'il a cité le nom de Valls? Non, non plus. Donc ça veut dire qu'il a pris une position équilibrée. Bon, et au passage, tout est dépolitisé parce que la discussion, malgré tout, avec ses manières brutales, Valls pose un débat. Est-ce que le ministère de l'Intérieur doit être un ministère des populations? Est-ce que les délits et les crimes sont liés à la culture d'origine ou à la culture des personnes? Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui sont voués à la délinquance? C'est ce que pensait Sarkozy. Il voulait même qu'on les dépiste dès l'école maternelle. Quand il dit qu'une population est culturellement, ou quand il dit qu'il y a un problème entre l'islam et la démocratie... Il y a un problème d'intégration, mais ça, c'est pas forcément qu'il soit des... Non, il parle de gens qui culturellement ne souhaitent pas et ne peuvent pas s'intégrer dans la société française. C'est ce qu'il a expliqué. Et ça, c'est une vraie discussion sérieuse. Discussion qui n'a pas lieu. Et tout ça est remplacé par des débats sur l'autorité du président de la République qui sont grotesques. Parce que tout ce qui est démontré, c'est qu'il n'en a pas. Il a bien raison de fêter le 55e anniversaire. J'ai pas compris en quoi c'était un chiffre rond. Ça fait penser à ces personnes tous très les chiffres âgées. Sont ronds, finalement. Oui, mais dont on fête l'anniversaire tous les ans en se disant c'est peut-être le dernier. J'espère qu'il a raison de s'inquiéter pour la longévité de cette 5e République qui est visiblement en crise. On va poursuivre le débat, mais écoutez aussi, on va aller de l'autre côté de l'échiquier, à droite, son de cloche critique qui continue sur ce même thème d'un manque d'autorité. Exemple ce matin, c'était sur iTélé le député UMP Bernard Accoyer. Et ce sont les symptômes d'un gouvernement malade de son amateurisme. 15 mois pour expliquer aux ministres qu'ils parlent au nom de la France, qu'ils doivent dire tous la même chose, c'est-à-dire la ligne du gouvernement. C'est très inquiétant, c'est anxiogène. On comprend que le pays soit dans l'état où il est. Et je crois qu'il aurait fallu que dès le premier jour, chacun comprenne bien que le gouvernement, c'est pas les débats à l'intérieur du PS, c'est pas les éternelles querelles avec les Verts et les socialistes. En réalité, le gouvernement est sous la pression d'un parti socialiste qui est divisé et sous la pression d'un chantage, véritablement, chantage des Verts. François de Lapierre, alors est-ce que vous êtes aussi critique donc, sur l'action du chef de l'État apparemment, mais est-ce que vous êtes finalement pas d'accord avec Bernard Accoyer? Mais non, parce que tout ça c'est une vision ringarde. On pense que la France peut être gérée avec un espèce de papa fouettard qui va remettre de l'ordre en grondant pas simplement les gens, les Français, en réaffirmant la figure de l'autorité et en l'incarnant. C'est pas le problème. Tout ça, mais ça correspondait à la France de 58, qui était un pays patriarcal. Les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans l'accord de leur mari, dans lequel la majorité de la population n'avait pas fait d'études, ou encore moins d'études supérieures, qui était une société majoritairement rurale, traditionnelle. Donc le plus vieux, si c'était un homme, avait raison. Et la figure du général de Gaulle avec en plus l'uniforme, quand on est chef de l'État, quand même, il faut incarner il faut incarner l'argument. Et quand on est un chef d'État dans un pays républicain, il faut donner des arguments. Là, c'est pas des arguments. Le seul argument, c'est de dire un ministre doit se taire. Ça peut-être que ça marche sur un ministre, d'ailleurs ça marche pas, mais c'est pas comme ça qu'on mène un pays. Frédéric Mettezo. Oui, François de Lapierre, vous êtes chargé de la bataille idéologique au sein du parti de gauche. Ça fait quelques instants que vous tenez effectivement des propos assez virulents. Et ce qui est intéressant, c'est que selon le parti de gauche, les institutions de la Ve République portent en elles-mêmes l'irresponsabilité comme mode de décision, avec comme corollaire les affaires politico-financières. Comment vous liez ces affaires à la Constitution de la Ve République? C'est-à-dire que le principe de la Ve République, c'est celui de l'irresponsabilité. C'est intéressant de voir que l'anniversaire de la Ve se fait au Conseil constitutionnel, donc quelqu'un qui est nommé, au passage le fils d'eux, je veux dire, on serait en Corée du Nord, on l'appellerait Debré Yong-il, fils de Dombré Ying, enfin, et ça nous surprend pas, ça nous étonne pas, c'est normal. Bon. Donc c'est l'irresponsabilité, et le président de la République est irresponsable. Il est là pour 5 ans, il n'a de compte à rendre à personne, et c'est tout le monde qui aurait des comptes à lui rendre.
les ministres, à commencer par eux, la majorité parlementaire qui est la majorité présidentielle, etc. Et donc cette culture d'irresponsabilité se diffuse petit à petit à l'ensemble des responsables politiques, dans les communes, dans les intercommunalités, donc les responsables des collectivités locales, dans la décentralisation. D'autorité, mais en même temps que ce responsable. Il n'y a pas une contradiction? Pardon ? Vous parliez de l'autorité qui n'était pas forcément nécessaire, qui était ancienne, et maintenant vous parlez de responsabilité. Comment ça s'articule ? Je veux dire, la forme d'autorité d'un responsable politique, c'est sa responsabilité. C'est le fait qu'il est capable de rendre des comptes, et donc il y a un lien de confiance qui se construit dans la responsabilité. Là, au contraire, on a pensé que l'autorité serait construite sur la distance. C'est-à-dire, plus la personne est loin de vous, moins elle a de comptes à vous rendre, plus elle a d'autorité sur vous. C'est une certaine figure d'autorité. C'est la figure de l'autorité divine, de l'autorité paternelle. Le papa ne rend pas de compte à ses enfants, et Dieu n'est pas là pour rendre des comptes à ses ouailles. Mais on est dans une démocratie, on est des gens adultes. C'était du temps de Mitterrand. Je crois qu'on l'appelle d'un autre nom. Je veux dire, la légitimité divine, c'est celle-là. Maud Vergnol, une question ? Oui, vous sortez un ouvrage qui s'appelle Délinquance, les coupables sont à l'intérieur. Alors comment vous analysez la stratégie actuelle de Manuel Valls ? C'est malheureusement, j'allais dire, un calcul qui n'a rien à voir avec la lutte contre la délinquance, qui est un calcul politicien de code de popularité. Bon, il l'a dit d'ailleurs, ce qui l'intéresse, c'est la suite, c'est se positionner pour de futures échéances et de futures élections. Ce qui est terrible, c'est qu'il continue en réalité une politique sécuritaire qui a été mise en œuvre par Sarkozy. On n'y a pas fait assez attention. On a pensé que Sarkozy était tellement agité que c'était son problème personnel. Non, il y a aujourd'hui en France... Il est moins agité quand même. Oui, il est surtout moins présent, ce qui est une bonne chose. Mais tout ce qu'il a mis en place est resté. Et notamment, il y a un système sécuritaire avec des institutions, des personnages, des idéologies qu'on retrouve et que Manuel Valls continue quand il dit le problème prioritaire du renseignement, c'est le musulman intégriste, alors que la majorité des attentats dans ce pays, la quasi-totalité, viennent de Corse, par exemple. Bon, tout ça est une continuité qui malheureusement conduit à ce qui a été déclaré récemment sur les Roms. Dernière question, Frédéric. Oui, dans le cadre de cette assemblée constituante que vous appelez de vos voeux, comment est-ce qu'on pourrait imaginer des nouvelles institutions sécuritaires, policières, judiciaires ? D'abord, un processus, j'allais dire, de réappropriation. Parce que on fait comme aux États-Unis, on élit le juge et le shérif ? Non, moi, je pense que c'est surtout à travers un mécanisme, disons, de conscription qu'il faut arriver à rompre ce qui s'est installé petit à petit, c'est-à-dire une police qui est extérieure à la société, et qui est dans une, alors pas partout, mais dans un certain nombre de quartiers, dans une relation de guerre, j'allais dire. D'ailleurs, le mot a été utilisé par le ministre de l'Intérieur. Bon. Et ça rompt la neutralité du service public. Un service public, normalement, doit traiter chacun de la même manière, quel que soit le quartier où il habite, son origine, la couleur de sa peau. Selon le quartier où vous habitez, vous n'êtes pas traité de la même manière par la police. Vous n'avez pas la même chance de vous faire contrôler. Vous n'avez pas la même chance quand vous appelez police secours que celle-ci soit présente. Bon. Donc je pense qu'il faut rétablir ce lien étroit entre la police et le peuple, que c'est effectivement une urgence pour le pays. Des soldats de l'an 2, mais policiers. Si vous voulez. Alors il y en a aussi besoin pour l'armée, mais pour la police, je pense que c'est en ayant bien regardé, parce qu'on dit la police de proximité, mais si aujourd'hui vous envoyez des policiers dans un certain nombre de quartiers, ils vont revenir sans doute chauffés à blanc après quelques incidents, quelques problèmes. Il faut vraiment faire ce brassage qui n'est plus réalisé aujourd'hui. On fait une petite parenthèse. Vincent Duclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, auteur d'un livre sur Jaurès, la politique et la légende, et vous êtes l'invité donc de la Grande Table tout à l'heure. Un petit mot là-dessus quand même, parce que sur la manière dont Jaurès aujourd'hui, évidemment, c'est la question qu'on peut se poser, se serait positionné. Est-ce qu'il aurait été au front de gauche, au parti de gauche, ou au parti communiste, ou peut-être même au PS? Peut-être aurait-il soutenu François Hollande? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, il aurait certainement fait réfléchir l'opinion et les concitoyens, même au-delà. Peut-être rappelons quand même que Jaurès n'a jamais été ministre, il a été toujours parlementaire, il a eu simplement une fois une vice-présidence de la Chambre des députés. Donc en fait, son autorité, parce qu'on peut effectivement considérer qu'il a une autorité, du reste la mémoire de Jaurès est considérable et ça témoigne de cette autorité certainement de Jaurès lorsqu'il était en action. Son autorité est venue justement de son effort pour expliquer, pour agir, pour s'engager. Et je pense que ça doit faire réfléchir aussi nos hommes politiques sur, au fond, la manière dont on construit une réputation et au-delà, dont on construit effectivement une carrière politique. Le deuxième point, et c'est sur effectivement la difficulté quand même de penser ce qui se passe actuellement et la politique de François Hollande en matière de constitution et d'institution. Je pense qu'il y a deux temporalités quand même. Alors, j'aurais la faiblesse de croire, il se trouve aussi, je préfère être clair, que j'ai un tout petit peu participé à la campagne de François Hollande, puisque j'ai co-rédigé l'entretien, enfin plutôt les questions qui ont été donc posées dans le cadre du livre Le Rêve français. Et en fait, ce qui m'intéressait chez François Hollande, je pense que c'est
toujours la même chose, c'est qu'il tente effectivement de faire évoluer les institutions de manière à desserrer en fait le carcan présidentiel. Mais son problème, c'est qu'il est aussi président. Et donc en fait, les deux temporalités, c'est difficile de les mener en parallèle. Et là, effectivement, c'est la difficulté qui explique peut-être toute cette cacophonie. Voilà une explication qui ne vous convainc pas. C'est un François Hollande un peu romancé, rêvé. Il est un partisan, depuis moi j'étais au Parti Socialiste, je l'ai connu, c'est un partisan du régime présidentiel, c'est ce qu'il met en œuvre, il le dit d'ailleurs dans le son que vous avez passé, et il a renoncé à la réforme de la Constitution, ce qui est la preuve que la seule manière de changer ces institutions, c'est véritablement l'Assemblée constituante que nous défendons, puisque aucune réforme n'est possible. Les seuls qui ont le droit de réformer la Constitution, c'est Sarkozy, la droite, c'est-à-dire ceux qui l'ont déjà instauré en 1958. Et on a encore un sujet à évoquer, la polémique lancée par l'UMP sur les rythmes scolaires. Le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, assure qu'il n'a pas d'inquiétude sur le financement de cette réforme. Une manière donc de rassurer les maires qui craignent, eux, de voir peser la réforme sur le budget, et ce, dès l'an prochain, 2014. Mais le ministre Hakim Kasmi n'a pas donné les raisons précises pour lesquelles les élus devraient ne pas s'inquiéter de cette réforme. Et oui, Antoine, enfants fatigués, problème d'organisation des activités périscolaires. La grogne monte très sérieusement aussi bien chez les parents d'élèves que chez les enseignants. Preuve que le sujet est pris très au sérieux par l'exécutif. Une réunion a même eu lieu hier à l'Élysée. Ce matin, Vincent Peillon a tenté de désamorcer la crise en expliquant chez nos confrères de France Info qu'il ne fallait pas s'inquiéter sur le financement, car c'est le nerf de la guerre. Les activités sont à la charge des communes qui n'ont pas toutes les mêmes moyens. Alors, si le gouvernement a prévu cette année un fonds d'amortissage de 250 millions d'euros pour les communes qui sont passées à la semaine de 4 jours et demi, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il soit reconduit. Mais le ministre de l'Éducation nationale n'a pas voulu fermer la porte au prolongement de cette aide, tout en restant vague. Son cabinet, que nous avons joint ce matin, nous a même expliqué que pour l'instant, c'est Matignon qui allait trancher. En effet, Jean-Marc Ayrault doit recevoir mercredi prochain Jacques Pélissard, le président de l'Association des maires de France. Il pourrait peut-être annoncer une aide. Pour l'instant, ni Matignon, ni le ministère de l'Éducation nationale ne veut confirmer. Seule confirmation pour l'instant, l'aide de 45 € qui sera bien prolongée l'année prochaine pour les mairies en zone rurale et en zone d'éducation prioritaire. Mais vous le voyez, on est bien loin du compte, car l'aide globale cette année pour les mairies qui sont passées à la semaine de 5 jours était de 150 €. Merci beaucoup, Hakim Kasmi. François Delapierre, juste pour finir, quelques secondes. C'est terrible parce que l'État se décharge. Non, pas du tout. L'État se décharge au moment où il étrangle les collectivités. Il y aura moins d'argent pour les collectivités chaque année. C'est ce qui est prévu officiellement et annoncé à Bruxelles. Et donc, on se retrouve avec effectivement des conditions d'accueil indignes pour les enfants dans les écoles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans cette édition, la météo, nuages et pluie sur la moitié ouest, davantage de soleil sur la moitié est, des températures qui restent tout de même douces pour la saison, 14 à 29 degrés. C'est la fin de cette édition réalisée avec Meta Chiteya, et le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.